Bonjour et bienvenue à cette 11e conférence de conjoncture de l'INSEP. Nous allons profiter de la matinée pour examiner l'évolution de l'activité économique de la Martinique en 2015 et tenter de répondre à la question: l'année 2015 sera-t-elle un point de relance ou sera-t-elle un point d'inflexion? Pour ce faire, je vous propose le sommaire suivant. Nous allons établir un constat de l'activité en 2015 et faire un retour sur la période 2010-2015. Au terme de ce constat, nous allons examiner les estimations de PIB et de croissance pour l'année 2015. Puis, nous essaierons de nous projeter sur 2016 et 2017 pour voir, en fonction des indicateurs tels que nous les connaissons en ce début d'année 2016, ce que pourrait être l'activité 2016 et l'activité 2017. Et enfin, nous ferons un focus sur un secteur particulier. Et pour la réunion d'aujourd'hui, je vous propose le BTP de 2009 à 2015. Mais tout d'abord, en avant-propos, je souhaiterais que nous examinions la situation démographique de la Martinique, démographie que l'on peut qualifier de dépressive, compte tenu du fait que nous sommes depuis près d'une dizaine d'années dans une phase de décroissance rapide de la population, comme l'indique le graphique que vous voyez actuellement. Ainsi, depuis 1990 jusqu'en 2006, la Martinique a connu une croissance régulière de sa population, croissance qui a connu un coup d'arrêt en 2006, et depuis, nous sommes en phase de réduction et de réduction à un rythme de plus en plus rapide au fur et à mesure des années. Ce que l'on peut dire, c'est que depuis 3 ans au moins, la Martinique perd chaque année 1% de sa population à un rythme continu et en accélération. Aussi bien en nombre qu'en rythme, ce que l'on constate, c'est que la baisse est beaucoup plus forte chez les hommes que chez les femmes, est beaucoup plus forte chez les jeunes que chez les adultes. A contrario, en matière de classe d'âge, on assiste à une augmentation extrêmement importante des personnes âgées, notamment les personnes de plus de 60 ans, mais une augmentation extrêmement spectaculaire du nombre de personnes dites de grand âge, c'est-à-dire les personnes âgées d'au moins 75 ans. Voici comment évoluent ces différentes classes d'âge. Vous constatez comme moi que les populations de 0 à 19 ans et de 20 à 39 ans sont en diminution rapide, alors que la population des 40 à 59 ans a connu un boom tout à fait extraordinaire avant de fléchir aujourd'hui et de commencer légèrement à décroître. Elle décroît au profit des populations de 60 à 74 ans et tout particulièrement des populations, comme je vous le disais, âgées de 75 ans et plus. Si on se fie à la répartition par sexe, il existait déjà un déséquilibre numérique entre les hommes et les femmes de la Martinique. Ce que l'on peut dire, c'est que ce déséquilibre s'est accentué jusqu'à 2006 avec l'augmentation de la population et que depuis 2006, il s'accentue encore au fur et à mesure que cette population diminue. C'est-à-dire que les femmes, non seulement elles sont plus nombreuses que les hommes, mais elles baissent moins dans la population, elles vieillissent notamment beaucoup plus longtemps que les hommes ne le font. En termes de variation annuelle en taux de croissance de la population totale des hommes ou des femmes, on se rend compte que l'on est passé en négatif depuis 2006 et que ces taux de décroissance sont à la fois importants et structurellement négatifs depuis cette période. Examinons maintenant l'aspect économique sous le plan de l'activité des entreprises et des ménages en 2015 et pour les années précédentes. En ce qui concerne l'activité des entreprises, ce que l'on constate, c'est qu'on assiste à une embellie depuis 2011 en matière d'effectifs salariés, de salaire brut, de chiffre d'affaires et de valeur ajoutée. La situation s'est très nettement améliorée entre 2014 et 2013 et elle s'est encore améliorée entre 2015 et 2014. Ceci est particulièrement vrai du point de vue des effectifs salariés puisque en 2015, on frôle la barre des 75 000 salariés, ce qui n'était pas arrivé depuis 2008.
Autre élément intéressant, c'est la variation des ratios financiers, à savoir les ratios des salaires sur le chiffre d'affaires, qui est en augmentation régulière depuis 2013 pour atteindre en 2015 la barre des 15%, alors que pour ce qui concerne la répartition de la valeur ajoutée sur le chiffre d'affaires, on a atteint en 2015 le taux de 24,4%, ce qui est l'un des taux les plus élevés que l'on ait connu depuis un nombre d'années important. Voilà comment évoluent donc dans le temps ces ratios. Si on examine à la fois le ratio valeur ajoutée sur le chiffre d'affaires et le ratio salaire chargé sur le chiffre d'affaires, on assiste à une évolution très lente à la hausse, aussi bien pour la valeur ajoutée que pour les salaires chargés. En ce qui concerne les effectifs, de 1998 à 2015, ils ont bien évidemment augmenté. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la crise de 2009 avait certes conduit à une diminution importante du nombre de salariés dans les entreprises martiniquaises, mais que malgré un léger redressement en termes de croissance en 2010, les effectifs ont pu être maintenus en 2010 et en 2011, mais qu'on a assisté à une chute sensible de ces effectifs. Ensuite, pour un redémarrage à partir de l'année 2012 qui s'est concrétisé en fait avec le nombre que l'on atteint aujourd'hui, 74 931, c'est-à-dire tout proche de la barre des 15 000. À qui a profité cette augmentation des effectifs? Eh bien, cette augmentation des effectifs, si on l'examine depuis 2011, a bien entendu essentiellement profité au secteur tertiaire, mais tout autant, je dirais, au secteur de l'industrie et au secteur de la construction, c'est-à-dire le bâtiment et les travaux publics, qui ont très largement profité du coup d'accélérateur donné au développement du TCSP. On ne peut pas en dire autant par contre en ce qui concerne l'agriculture, même s'il y a mieux en 2015 par rapport à 2014, les effectifs de la branche agriculture sont des effectifs qui sont structurellement en baisse. Graphiquement, cela donne ceci, où l'on observe quand même une évolution positive des effectifs globaux jusqu'à 2006, une stagnation au mieux en 2007, et une diminution assez sensible entre 2008 et 2011, à partir de quoi les effectifs ont recommencé à croître en 2012, 2013 et bien entendu en 2014. Là, on parle de l'agriculture, de l'industrie et de la construction. En ce qui concerne le tertiaire marchand, le schéma est globalement le même, mais avec une croissance beaucoup plus régulière depuis 2011. Il en est de même pour le total des salariés, dont on voit qu'il a cru jusqu'en 2009, jusqu'en 2008, pardon. Et puis bien sûr, on a assisté à une chute en 2009, une très légère reprise en 2010, mais qui ne s'est pas confirmée en 2011, et une augmentation d'abord lente et ensuite plus affermie en 2014 et 2015. Si on devait résumer donc la situation sur le plan des effectifs salariés, ce que l'on peut dire, c'est qu'entre 2009 et 2012, les effectifs ont baissé en moyenne de 1000 personnes par an sur cette période. Et puis ensuite, ils ont augmenté de 1000 personnes par an à partir de 2013 et jusqu'à 2015. La masse salariale, par contre, elle a augmenté de façon approximativement continue d'environ 15% dans le secteur privé, ce qui s'est traduit pour les salaires moyens bruts perçus par les salariés par une augmentation d'environ 13%. Dans le même temps, le chiffre d'affaires global du secteur privé a augmenté de 13%, c'est-à-dire autant que les salaires moyens, mais la valeur ajoutée totale, par contre, elle, a augmenté de 22%. Alors ça se vérifie sur les graphiques suivants. Ici, on a les salaires versés par le secteur privé entre 2009 et 2015. Il s'agit des masses salariales totales brutes. Le chiffre d'affaires en taxes totales brutes réalisé par le secteur privé, toujours dans la même période de 2009 à 2015. Donc on voit bien cette augmentation de 2009 à 2011, un fléchissement assez sensible en 2012 et ensuite un redémarrage en 2013, un peu plus marqué entre 2013 et 2014 et puis un peu plus mesuré entre 2014 et 2015.
En ce qui concerne la valeur ajoutée, les périodes de référence sont les mêmes, augmentation de 2009 à 2011, diminution en 2012, mais une augmentation plus régulière que pour le chiffre d'affaires entre 2012 et 2015. Alors, si on compare maintenant toutes ces évolutions avec un point de départ commun, c'est-à-dire l'année 2009, et pour ça on raisonne en termes d'indices, ce que l'on peut constater, c'est que les effectifs sont globalement à la hausse après avoir connu un fléchissement régulier jusqu'en 2012 et une croissance à peu près régulière entre 2012 et 2015. En revanche, les salaires, eux, malgré la baisse des effectifs, ont continué de croître de façon extrêmement sensible de 2009 à 2015. Il en est de même pour la valeur ajoutée et pour le chiffre d'affaires, mais on observe bien que le rebond que l'on a observé entre 2009 et 2010 ne s'est pas confirmé et on a assisté quand même à une baisse assez sensible en termes d'indices de croissance entre 2010 et 2012 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires, entre 2011 et 2012 pour ce qui concerne la valeur ajoutée. Depuis, la valeur ajoutée est repartie régulièrement à la hausse, le chiffre d'affaires aussi, mais avec un fléchissement entre 2014 et 2015. Plutôt que de parler de fléchissement, je parlerai d'une moindre augmentation entre 2014 et 2015. Pour ce qui concerne maintenant les ratios qui déterminent la rentabilité des entreprises, ce que l'on observe, c'est que l'année 2010 a été une année difficile. En partant de 2013, on assiste en matière de rentabilité des entreprises à une dégradation aussi bien du ratio valeur ajoutée sur chiffre d'affaires que du ratio salaire sur chiffre d'affaires. Et puis ensuite, ça repart à la hausse avec tout de même un nouveau fléchissement un peu plus marqué cette fois-ci du ratio salaire sur chiffre d'affaires entre 2012 et 2014 et 2014-2015, c'est une augmentation. Si l'on regarde tout cela maintenant en ramenant ces indicateurs à la moyenne par salarié, là encore, ce sont des augmentations que l'on peut observer. Augmentation du salaire brut moyen, augmentation de la valeur ajoutée réalisée moyenne jusqu'en 2014 au moins, et puis elle se stabilise après. Augmentation, je dirais, à un rythme plus contrasté du chiffre d'affaires moyen, au moins jusqu'en 2014, et un fléchissement cette fois-ci entre 2014 et 2015. Parlons maintenant de l'activité des ménages. Alors, ce qui détermine l'activité des ménages, c'est le revenu disponible brut. Le revenu disponible étant la somme de tout ce que gagnent les ménages, moins ce qu'ils dépensent, notamment en matière de cotisation sociale et d'impôts. Ce que l'on observe, c'est qu'on a pu assister à une augmentation régulière du revenu disponible brut, y compris pendant les années un peu compliquées qu'ont été les années 2009-2010, puisque le revenu disponible brut des ménages qui était de 13 900 € par an par habitant en 2009 a quand même augmenté en 2010 et passé à 14 300, c'est-à-dire c'est quand même 400 € de revenu disponible brut par habitant d'augmentation à un moment de crise économique majeure. Ça mérite d'être souligné. Autre point qui mérite d'être souligné, c'est dans la trajectoire, dans la compétition entre guillemets que se livrent les salaires versés par le secteur privé et les traitements versés par le secteur public. Pour la première fois depuis 2014, et ça a été largement confirmé en 2015, mais ces deux années étant des années pour lesquelles les résultats sont semi-définitifs. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans le revenu, la part dans le revenu disponible brut des salaires versés par le secteur privé est pour la première fois supérieure à la part que représentent les traitements versés par le secteur public. Ça s'explique par le fait que dans le secteur public, le point d'indice qui sert à la rémunération est bloqué depuis 5 ans et que les seules augmentations de salaire proviennent de l'avancement en grade. Alors ça se voit donc sur ce graphique. En orange, les histogrammes des années 2014 et 2015 dont les résultats devraient être confirmés mais qui sont officiellement
semi-définitif aujourd'hui. Donc on voit bien la progression tout à fait régulière de ce revenu disponible brut, et même en 2009, où il a quand même augmenté, alors qu'en 2008, il avait très peu, il avait pratiquement stagné. En résumé, on a assisté en 2015 à une augmentation de 1,93% hors inflation par rapport à 2014, ceci dans le secteur privé. Dans le secteur public, hors avancement de grade, il n'y a pas eu d'augmentation de rémunération. Et donc, de façon synthétique, le revenu disponible des ménages est quand même une augmentation de 287 € par an et par habitant, ce qui représente 24 € par mois et par habitant. C'est une hausse de 1,74% en euros courants, c'est-à-dire hors inflation par rapport à 2014. Alors, ce tableau récapitule, je dirais, les informations qui nous sont livrées en dissociant l'inflation endogène, c'est-à-dire l'inflation issue de l'activité économique propre à la Martinique, de l'inflation exogène, inflation qui est importée de l'extérieur à travers l'importation de biens, de produits et de services. L'inflation endogène à la Martinique, nous l'avons calculée à un montant de 1,23%, alors que l'inflation exogène, donc importée, est en baisse, nous l'avons calculée à moins 1,83%. La synthèse de ces deux données nous a conduit au chiffre de plus 0,14% en termes d'inflation globale pour la Martinique en 2015. Ce n'est pas exactement le chiffre qu'a trouvé l'INSEE. L'INSEE s'est calé sur 0,2%. La différence n'est pas véritablement importante. En tout état de cause, depuis janvier 2000, voici quelle a été la trajectoire de l'inflation à la Martinique, les taux d'inflation annuels recalculés mois par mois. On voit bien que jusqu'à 2008, on était dans un rythme d'inflation largement positif, avec un plongeon très important et donc une déflation en 2009, mais on sait pourquoi. Un redémarrage de cette inflation assez violent jusqu'en début 2011, et depuis 2011, sauf quelques soubresauts, le rythme était la diminution régulière du taux d'inflation. En résumé, l'inflation endogène, s'est accentuée en 2015 avec un taux de 1,23% alors qu'elle était de 0,94 en 2014. A contrario, l'inflation exogène a été largement négative en 2015 avec un taux de moins 1,89%, ce qui n'était pas vu depuis 2009. La résultante étant donc de 0,14%, officialisée à 0,2 par l'INSEE, ce qui, là aussi, le taux le plus bas observé depuis 2009. Cela amène donc à considérer que le pouvoir d'achat réel des ménages, mesuré à partir de leur revenu disponible brut, a progressé de 1,5 à 1,6% selon que l'on retiendra le 0,2 de l'INSEE ou le 0,14 de l'INSEE. En matière de commerce extérieur, l'année n'a pas été extraordinaire. Les exportations martiniquaises ont plafonné à 58 millions d'euros et les importations se sont maintenues à un niveau très légèrement inférieur à 1 milliard d'euros. Globalement, voilà en fait ce que cela donne si l'on examine les données trimestre par trimestre avec une constante qui est un solde commercial négatif. Là, ces tableaux font le récapitulatif des échanges en matière de produits d'une part et en matière de zones d'échange d'autre part. En ce qui concerne les administrations publiques, nous avons essentiellement examiné la situation des deux collectivités que sont le département et la région. Nous avons laissé de côté l'État, les communes et les EPCI pour nous concentrer sur ces deux-là, puisque vous savez que depuis le 1er janvier 2016, elle constitue une seule et unique entité qui est la collectivité territoriale de Martinique. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que du point de vue du fonctionnement, on aboutit en termes de comptes administratifs à des résultats comptables qui sont largement positifs, aussi bien pour la collectivité départementale que pour la collectivité régionale. En matière d'investissement, par contre, c'est un peu différent puisqu'on a quand même des besoins d'investissement. Alors, ce qu'il y a de tout à fait extraordinaire, c'est qu'on dirait qu'il y a un relais qui s'est passé de l'un à l'autre. Les principaux besoins de financement
ont été à la région en 2008, au département en 2009 et 2010, à la région en 2011, au département en 2012 et en 2013, et à la région en 2014. Là, ce sont les comptes administratifs tels qu'ils ont été validés par les payeurs. On n'a pas encore le compte administratif 2015. Mais ça veut dire quoi, en fait, un besoin de financement? Ça veut dire simplement que vos dépenses d'investissement sont supérieures à vos recettes de financement pour une année donnée. Alors, nous avons calculé l'ensemble des indicateurs et ratios pour les budgets à partir des données des budgets primitifs tels qu'ils sont votés, aussi bien au département que à la région. Nous avons fait le total de ce qu'auraient dû être les budgets de la collectivité territoriale s'il avait existé entre 2010 et 2015. Alors, ceci aussi bien pour les dépenses que pour les recettes, que pour le calcul de l'épargne, épargne de gestion, épargne brute, épargne nette, et surtout pour le calcul de l'endettement, qu'il s'agisse du stock de la dette ou de l'annuité de la dette. Tout ceci pour aboutir au graphique suivant, où en matière d'investissement globalisé, on se rend compte qu'on est passé d'un montant de presque 267 millions de dépenses d'investissement en 2010 à un peu plus de 314 millions en 2015, pour des recettes d'investissement qui étaient d'un peu moins de 168 millions en 2010 et qui ont atteint un peu moins de 230 millions en 2015. Donc, de façon globale, on voit bien que le besoin de financement résiduel est bien présent. D'où l'étude de la dette de ces collectivités en stock et en annuité. Donc en stock, au 1er janvier 2010, le montant de la dette était légèrement inférieur à 370 millions d'euros. Il est monté jusqu'à 463 millions et des poussières en 2014 pour être réduit en 2015 et dépasser de façon très légère les 400 millions. Alors, le montant de l'annuité a suivi le même chemin, puisqu'on est passé d'une annuité de 39 millions en 2010 à une annuité de 50,3 millions en 2015, après avoir atteint les 52,6 millions en 2014. Sur le plan de l'emploi, alors nous retenons comme indicateur de la demande d'emploi les demandes d'emploi en fin de mois de la catégorie A telles qu'ils sont publiés, non pas par Pôle emploi Martinique avec des CVS un peu particuliers, mais en données brutes telles que publiées par le ministère du Travail et en particulier sa direction des statistiques, la DARES. Deux choses sont à retenir. La première, c'est que la demande d'emploi est un phénomène extrêmement cyclique, avec globalement 2 cycles dans une année. Et la seconde chose, c'est que en décembre 2015, on a atteint le plancher d'un cycle avec une diminution du nombre de demandeurs d'emploi de la catégorie A d'environ 3000 personnes entre août 2015 et décembre 2015. Passons maintenant à l'estimation du PIB, c'est-à-dire à la synthèse de l'ensemble de ces indicateurs, avec d'autres évidemment, qui nous permettra de porter un jugement sur ce qu'a pu être donc l'année économique 2015. Alors pour ce faire, nous avons utilisé jusqu'à fin 2015 un modèle qui s'appelait l'IAE, donc que nous avons appelé IAE1, donc c'est l'indicateur d'activité économique, qui nous servirait à estimer le PIB d'une année N et puis à le projeter donc, sur les années suivantes à partir des grands agrégats économiques tels qu'ils étaient publiés par le CEROM pour les années N-1, N-2 et les années précédentes. Ces publications étaient faites dans une base comptable qui était la base dite base 2005 et qui était utilisée pour la comptabilité nationale française jusqu'en 2015. Depuis 2015, sur prescription de la communauté européenne, la base comptable a changé. On est passé à une base 2010 qui est donc utilisée pour la comptabilité nationale française mais qui ne l'est pas pour les données. Donc, nous avons également examiné les
données telles qu'elles sont publiées par la Direction générale de l'INSEE, ce qui pose problème parce qu'en fait, on a deux comptabilités différentes. Il y a d'un côté ce qui se fait localement avec le sérum, et puis il y a ce qui se fait à Paris, dont on peut espérer que les sources soient les mêmes, mais d'un côté, le travail est fait en base 2005, de l'autre côté, le travail est fait en base 2010, ce qui nous a amené donc à concevoir un second modèle que nous avons appelé l'IAE2, donc indicateur d'activité économique numéro 2, dont l'élément majeur pour nous repose sur l'estimation de la valeur ajoutée marchande. Donc, d'un côté, l'IAE1 se fonde sur les grands agrégats économiques, la consommation des ménages, la consommation des administrations publiques, l'investissement des entreprises, le commerce extérieur, et d'un autre côté, nous nous appuyons essentiellement, il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment l'essentiel, le cœur même du modèle, la valeur ajoutée marchande créée par les entreprises. Alors, nous allons donc vous présenter les résultats de ces deux modèles. Ce que l'on peut dire, en fait, si on examine les résultats produits par ces deux modèles en même temps, c'est que les tendances sont exactement les mêmes. Mais ce qui change, c'est l'amplitude d'une année sur l'autre des taux de croissance calculés. Alors, commençons par le premier, l'IAE1, donc calculé à partir des grands agrégats économiques en base sérum 2005. Nous estimons, à partir de ce modèle, le taux de croissance de l'économie martiniquaise pour l'année 2015 à 2,83%, 2,8% en valeur, ce qui aboutit à plus 2,6 une fois l'inflation de 0,2 déduite. Si on examine maintenant la même chose, mais à partir des données produites par notre second modèle, cette fois-ci une estimation du PIB avec comme point pivot la valeur ajoutée produite par les entreprises, le tout en base INSEE-DG 2010, on aboutit là encore à une croissance qui est tout à fait intéressante, puisqu'en valeur on est à 2%, contre 2,10 en 2014, ce qui, inflation déduite, nous amènerait à un taux de croissance de 1,8%. Donc globalement, ce que l'on peut dire, c'est que pour nous, à l'INSEP, on devrait avoir un taux de croissance qui sera publié, quand il sera publié, comme l'INSEE décidera de le faire, qui devrait se situer entre 1,8 et 2,6. Alors, globalement, voilà ce que ça donne avec le report sur ce graphique des taux de croissance calculés par le premier et par le second modèle depuis 2001 jusqu'à 2015. Et ça nous permet de passer à l'estimation, la projection de ce que pourraient être les résultats économiques de 2016 et de 2017. Alors, nos projections 2016-2017 ont été faites en retenant un principe, qui est celui des prolongations de tendance observées en 2015. À deux exceptions près. La première concerne les demandes d'emploi en fin de mois, dont nous ne pensons pas qu'elles continueront à baisser. Nous tablons plutôt, enfin c'est notre hypothèse, nous tablons sur une augmentation des demandeurs d'emploi en 2016, relativement modérée, mais plus forte encore en 2017. Et donc, nous ne croyons pas à la baisse telle qu'elle a été indiquée pour l'année 2014, on attend toujours la publication 2015, mais pour l'année 2014, du taux de chômage par l'INSEE, nous pensons que ce taux de chômage devrait repasser au-dessus des 20% en 2016, s'il n'a pas fait déjà en 2015, en 2016, et plus encore en 2017. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous ne croyons pas non plus à un maintien durable d'une inflation au niveau où elle se trouve en 2015. Nous croyons au contraire que ce taux d'inflation très bas est tiré vers le bas par les prix de l'énergie et en particulier du pétrole, qui ont une part extrêmement importante dans le calcul de l'indice des prix à la consommation de l'INSEE local. Nous pensons que le baril du brut ayant assez sensiblement augmenté et qu'il va continuer à augmenter, et donc on devrait avoir pour les années à venir une inflation qui devrait se situer à un niveau encore relativement raisonnable, c'est-à-dire moins de 1%, mais
à 0,5 sur 2016 en moyenne et 0,8 en moyenne sur 2017. Enfin, dernier point, la population qui diminue, et donc nous savons qu'elle est le marché principal des entreprises martiniquaises. Nous estimons que la baisse de la population devrait se poursuivre à un rythme de 0,9% en moins en 2016. Alors ça donne ça sur le plan graphique. Donc une population dont la forme de cloche se confirme, et en orange un histogramme pour 2016 qui est inférieur à celui de 2015, avec une perte de quand même un nombre de près de 4000 personnes de moins. Les ratios et indicateurs du secteur privé, en termes de rentabilité, nous prévoyons une augmentation du poids de la masse salariale sur le chiffre d'affaires en 2016 et en 2017. C'était 15% en 2015, nous pensons que ça devrait passer à 15,20 en 2016 et à 15,30 en 2017. En ce qui concerne la rentabilité proprement dite, c'est-à-dire le ratio valeur ajoutée sur chiffre d'affaires, qui a plafonné à 24,40 en 2015, nous maintenons le taux de 24,40 en 2016 et en 2017. Alors ça aura évidemment des conséquences, puisqu'on voit bien que en matière de ratio de rentabilité, on plafonne et dans le temps on risque de diminuer. C'est le graphique du haut avec la courbe au pointillé bleu, alors que le poids de la masse salariale continue à augmenter et devrait continuer à augmenter dans les années futures, malgré le fait que nous anticipions une baisse des effectifs salariés. Nous anticipons en fait une baisse des effectifs salariés de l'ordre de 1000 personnes. 1400 personnes même sur la première année et 1000 personnes sur la deuxième année. Ceci tient au fait que les travaux du public, en quelque sorte, devraient connaître un ralentissement assez sensible, au moins en 2016, puisqu'après le TCSP, on ne sait pas très bien ce qui va se faire. Et le temps que un certain nombre de projets soient mis en œuvre, il faut s'attendre à ce que 2017 soit également une année relativement difficile sur le plan des effectifs. Par contre, en matière de salaire, la diminution devrait être remarquée sur la masse salariale, mais dans des proportions bien moindres que ne pourrait le laisser supposer la baisse des effectifs. Tout ceci parce que le salaire moyen par tête, lui, va continuer à augmenter. Il va continuer à augmenter dans des proportions relativement raisonnables, mais quand même, ce seront des hausses. En matière de demande d'emploi en fin de mois, l'indicateur du mois de janvier est déjà très significatif en données brutes sur ce que pourrait être l'année 2016. Puisque on assiste déjà dans les chiffres de l'ANARES à une augmentation du nombre de DEFM en janvier par rapport à ce que ça a été au mois de décembre. Le chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires de l'économie, du secteur privé, devrait connaître un fléchissement assez sensible, essentiellement du fait d'une politique de grands travaux qui peine à se mettre en place. Le TCSP pèse très lourd, et donc on devrait connaître au moins sur les 2 prochaines années un trou d'air du type de celui que l'on a connu entre 2011 et 2012. La valeur ajoutée suivra le chiffre d'affaires. Globalement, le ratio sera le même, donc s'il y a une baisse du chiffre d'affaires, on devrait également assister à une baisse de la valeur ajoutée. Donc, en termes d'évolution, si on regarde comment bougent les différentes valeurs moyennes, ça c'est un graphique sur lequel on a séparé avec le trait vert ce qui s'est fait jusqu'à 2015 de ce que nous pensons qui se fera à partir de 2015.
Donc on voit bien que, en ce qui concerne les salaires bruts et la valeur ajoutée moyenne par entreprise, on devrait globalement stabiliser les choses. En ce qui concerne par contre le chiffre d'affaires et les effectifs devraient fléchir, comme je vous l'ai dit, et le chiffre d'affaires connaître une période de stabilisation à partir de 2016, voire une légère diminution. Ceci se confirme quand on raisonne en termes d'indice avec un point de départ commun en 2009. Et l'on voit bien que aussi bien les effectifs, les salaires, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée fléchissent très nettement en termes d'indice à partir de 2015. Les ratios de rentabilité, la rentabilité en termes de valeur ajoutée ne bougera pas par rapport à 2015, mais le poids de la masse salariale sur le chiffre d'affaires, lui, va augmenter. Si on examine tout cela, toujours en termes d'indice avec un point de départ commun en 2009, mais ramené à la moyenne par salarié, on voit bien que le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée ne bougeront pas, alors que les salaires bruts, les SMPT, continueront, eux, à augmenter. L'inflation, pour les raisons que nous avons évoquées, notamment la relance des prix de l'énergie, devrait être sensiblement plus élevée que ce qu'elle a été en 2015. Nos prévisions portent sur 0,5 en 2016 et 0,8 en 2017. Nous aboutissons donc à des projections en termes de croissance négatives pour les 2 années, avec des taux de croissance en valeur de l'ordre de moins 1,2 en 2016 et moins 1,3 en 2017, ce qui, si on y ajoute l'inflation, devrait nous amener à des taux de l'ordre de moins 1,7 et de moins 2,1 pour les années 2016 et 2017 en termes de croissance en volume. Les hypothèses étant les mêmes pour les 2 modèles, les résultats produits par les 2 modèles sont évidemment les mêmes. Voilà donc comment évoluent nos 2 modèles. Alors, nous étions légèrement au-dessus de la barre du 0 en 2015. Nous passons légèrement au-dessous en 2016 et plus significativement en dessous en 2017. Voilà pour l'économie générale. Faisons maintenant un focus sur le secteur du BTP entre 1998 et 2015. Ce que l'on peut dire, c'est que globalement, les effectifs de 2015 sont à peu près 50% plus élevés que ceux de 1998. Mais c'est une situation extrêmement contrastée parce que les effectifs ont effectivement augmenté jusqu'en 2008 et ils n'ont cessé de fléchir ensuite jusqu'en 2012 pour repartir en 2013, 2014 et 2015 essentiellement sur l'effet d'accélération des travaux liés au TCSP. Et ce qui est vrai pour les effectifs ne l'est pas tout à fait en matière de chiffre d'affaires et de valeur ajoutée. Alors, revenons sur la question des effectifs. Voilà un histogramme qui vous montre comment les choses ont évolué, avec une année 2015 qui se termine avec un peu moins de 6950 salariés officiellement déclarés par les entreprises du bâtiment et des travaux publics en 2015. Par contre, les autres indicateurs, notamment la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires, sont beaucoup moins souriants. Parce qu'on se rend bien compte que s'il y a eu, comme pour les effectifs, un redémarrage en 2012 avec une confirmation en 2013 et en 2014, l'année 2015 a été quand même nettement moins bonne. Diminution du chiffre d'affaires, diminution de la valeur ajoutée. Mais par contre, la masse salariale, elle, a continué à augmenter. Donc ce qu'on peut dire, en résumé, sur le secteur du BTP, c'est que grâce à la défiscalisation, il a connu une croissance forte et régulière entre 1998 et 2008. Mais il s'est littéralement effondré entre 2009 et 2012. Entre 2012 et 2015,
les travaux donnés, le coup d'accélérateur donné aux travaux du TCSP a très largement profité aux entreprises de travaux publics et de génie civil. En revanche, la mise en cause régulière de la défiscalisation apporte un coût extrêmement rude aux entreprises du bâtiment, qui, elles, sont toujours dans la tourmente. En ce qui concerne les ratios de gestion, si on compare la Martinique et la France, alors hors région Île-de-France, les entreprises de Martinique se caractérisent par une sous-rentabilité manifeste. Et c'est une sous-rentabilité qui n'est pas liée aux charges personnelles, puisqu'elles sont proportionnellement, on va le voir, nettement plus faibles à la Martinique qu'elles ne sont en France. En revanche, le poids de l'intérim est plus élevé à la Martinique et la distribution des dividendes y est plus faible. Donc la raison principale de cette sous-rentabilité, je pense qu'il faut la chercher dans l'allongement démesuré des délais de paiement lié au coût excessif des frais financiers subis par les entreprises et surtout une situation concurrentielle totalement hors contrôle. Alors, ici vous avez les tableaux de ratio que je ne vais pas détailler, mais vous pourrez les examiner lorsque vous disposerez du diaporama. Passons directement au graphique. Ici, vous avez le ratio de rentabilité essentiel qui est le rapport de la valeur ajoutée au chiffre d'affaires. En bleu, les entreprises de Martinique, en jaune, les entreprises situées en France, hors Île-de-France, bien que le graphique parle de lui-même. Non seulement les ratios sont plus faibles à la Martinique, mais ils augmentent en France et ils diminuent à la Martinique. Le ratio salaire sur chiffre d'affaires. Une situation dans laquelle la Martinique, en fait, est dans une meilleure position qu'en France, puisque les salaires pèsent moins sur le chiffre d'affaires. Et qui plus est, ce ratio continue à augmenter en France. Alors qu'à la Martinique, il est en diminution. Ça s'explique par, nous le verrons tout à l'heure, la place de l'intérim, mais ça se confirme avec le ratio participation versée sur le chiffre d'affaires, où là encore, les entreprises martiniquaises sont dans une situation qui est très différente de celle de la situation française et ne verse pratiquement pas de participation. Alors, revenons donc à ce ratio dont je vous parlais, qui est le personnel extérieur, c'est-à-dire le personnel intérimaire, dont on voit qu'il a une importance extrêmement forte à la Martinique par rapport à ce que c'est pour les entreprises de France métropolitaine. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les entreprises du BDP en synthèse. Je vous remercie de votre attention. Je vous passe la parole. Je répondrai bien entendu à toutes vos questions et à toutes vos demandes de compléments d'information.